bonsoir et bon retour à tous. Donc, on va reprendre nos activités avec l'atelier 3. Oui, alors, merci, Monsieur le Président. Donc, Marcelin Sommet, je suis avocat au barreau de Lyon et maître de conférence associé donc, à l'Université de Lyon 3. Et c'est un plaisir pour moi de revenir dans cette maison où j'ai étudié donc, il y a quelques années déjà. Alors, le troisième atelier va porter sur le numérique comme outil d'innovation pédagogique et de recherche scientifique. Alors, plusieurs axes de réflexion vont être abordés. D'abord, on a Madame Edia Miri, donc, qui est maître assistante à l'Université de Tunis, en Tunisie, qui va nous partager avec nous ses inquiétudes sur la difficulté de la recherche scientifique, de la publication scientifique francophone à l'heure actuelle, où manifestement il semblerait que là encore, tout comme à l'écrit, l'anglais ait pris le dessus. À côté de cela, à l'inverse, le professeur Cotte, lui, va constater qu'au niveau littéraire, il y a un foisonnement d'écrits dans l'espace francophone, dans les espaces francophones, dont la problématique principale, c'est l'identification de ces sources-là, les auteurs, et leur légitimité en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Et de cette diversité littéraire, va se poser des espaces francophones, parce que l'espace francophone est divers, il y a plusieurs cultures, plusieurs langues, ce qui va poser des problèmes de compréhension à un moment donné, parce que les mots au Canada, le même mot au Canada n'a pas forcément la même signification en France ou au Vietnam. Et c'est dans ce sens-là que naît l'idée de mettre en place un dictionnaire francophone qui, en fait, va retenir chaque mot, enfin, va retenir des mots et expressions par région tel qu'on le comprend dans cette région-là pour que dans la diversité de la francophonie, qu'on puisse se comprendre. Et puis enfin, le professeur Emmanuel Nguéoum, donc du Cameroun, lui va s'intéresser aux possibilités offertes par le numérique pour un enseignement endogène, c'est-à-dire un enseignement local fondé sur les langues et les cultures locales, avant même à côté de la promotion de la langue française. Et puis enfin, Aurore Surdre, qui va nous parler, on va terminer sur une note un peu plus ludique, de la vulgarisation de la francophonie, si je peux me permettre, par le jeu, tout simplement. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame le professeur Edi Miri Selami, qui est donc qui nous suit depuis la Tunisie. Oui, merci. J'ai partagé mon écran. J'espère que vous le voyez, non? Oui, nous voyons votre écran, madame. C'est bien, merci. Alors, merci pour cette opportunité. Vous avez bien présenté globalement les propos de ma présentation. En fait, elle s'intitule « Le numérique et la francophonie scientifique ». Je vais donc aborder le problème des ressources numériques francophones, essentiellement dans les disciplines scientifiques, les problèmes aussi des publications, des chercheurs scientifiques, encore une fois francophones, proposer quelques mesures pour renforcer la francophonie scientifique et puis terminer mon exposé. Alors, voilà. En fait, selon l'UNESCO, une ressource numérique à usage pédagogique ou de recherche est une collection électronique
de matériel pédagogique, e-books, revues scientifiques, etc., bases de données, laboratoires, etc., auxquels l'établissement d'enseignement est abonné ou de collections pédagogiques numériques propres à l'établissement. En fait, ces ressources numériques ont été largement utilisées surtout suite à la pandémie, cette pandémie qui a renforcé l'importance du numérique, surtout à l'université. On va donc parler des ressources numériques francophones pour enseigner les sciences à l'université. En fait, un enseignant, il a besoin de plusieurs ressources numériques ou autres pour élaborer son cours, pour utiliser et synthétiser des contenus à partir de ces ressources numériques. Alors, le problème, c'est que les sciences, enfin, les problèmes, c'est toujours un point positif, les sciences évoluent rapidement, c'est-à-dire les modules scientifiques évoluent rapidement et on est amené à les suivre lors de nos enseignements. Et donc, un académicien, lorsqu'il cherche à de la documentation ou lorsqu'il cherche à élaborer un cours, il va bien sûr poser des questions pour trouver ces ressources. Alors, je prends l'exemple de mon domaine. Dans l'informatique, si je cherche des ressources, par exemple en big data ou en Hadoop qui est en fait étroitement lié au concept de big data, eh ben, on va trouver des multitudes de ressources numériques. Il suffit en fait de voir les MOOC, d'accord? On a dans les différents MOOC des cours, une multitude de cours relatifs à ces domaines. Cependant, mais ces cours sont essentiellement en anglais. Et donc, moi, en tant qu'enseignante, je vais avoir ou j'aurai à utiliser ces ressources anglaises. Cependant, quand je cherche des ressources francophones, elles sont presque absentes dans les MOOC que j'ai cités ultérieurement tout à l'heure. Et quand je m'adresse aux ressources francophones, quand je vais sur FAN, le MOOC FAN, ben, je trouve essentiellement uniquement deux cours en français relatifs à cette discipline. Dans le B9, ça n'existe presque pas. Et c'est une problématique d'ailleurs. Le journaliste Marc Fortier a mentionné dans le journal canadien en mars 2021 que les cours et les travaux scolaires utilisent l'anglais et le français perd du terrain dans les études supérieures de maîtrise et de doctorat, même au sein d'un établissement typiquement francophone comme l'Université de Laval. Et donc là, c'est une problématique lors de l'enseignement des modules scientifiques dans les universités qui se basent sur le français comme langue pour transmettre ces enseignements. Le même problème se trouve aussi au niveau des publications pour les chercheurs francophones. Tout chercheur scientifique, francophone ou pas, il est amené à publier et à se soumettre aux exigences d'évaluation qui sont quasiment internationales. Et donc, si vous voulez, en quelque sorte, ils sont obligés, tout chercheur est obligé de suivre ce qu'on appelle la quête effrénée du publish or perish. Et quand on publie, et c'est ce qu'on dit aussi à nos étudiants, essayer de viser des journaux ou des conférences, on va dire, qui ont une bonne réputation. Dans les journaux, c'est des journaux indexés, voire même impactés. C'est en fait pour bien préparer sa réputation et son cursus. Or, ces journaux sont majoritairement en anglais. Rares sont les journaux en français. Donc, l'apprenant, ou si vous voulez, le chercheur et l'enseignant francophone est amené à publier, à écrire en français. D'autant plus que, pardon, en anglais. D'autant plus que écrire un papier, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une tâche laborieuse. Et donc, si mon papier il est refusé par ce journal, je ne trouverai pas de difficulté à trouver un autre journal à qui soumettre ce papier. Et non seulement un journal dans mon domaine, mais en plus un journal indexé, voire même impacté. Donc, d'ailleurs, l'association des étudiants et étudiantes de Laval, inscrits aux études supérieures, a mentionné que la publication en français diminue les chances d'un chercheur
d'obtenir un poste permanent de professeur. Donc, si vous voulez, c'est dire que les difficultés ou si vous voulez la réticence de publier dans le domaine scientifique, de publier en français. D'ailleurs, juste un exemple, quand on se réfère aux journaux, si vous voulez, la classification des journaux, quand on va sur le Web of Science, il suffit de mentionner, de demander des résultats ou une requête avec le mot computer science. Vous allez obtenir, on va dire ici, 645 références, sans mentionner de langue, hein, sans spécification de langue. Dès qu'on spécifie qu'il s'agit de français, ben, on n'obtient rien du tout. C'est un exemple exagéré, mais c'est une réalité. Dans le domaine scientifique, rares sont les revues bien classées qui sont francophones. Et d'ailleurs, rares sont les initiatives pour valoriser les publications francophones. Je prends le cas du CNRS, le Centre national de recherche scientifique français, qui mentionne dans son rapport sur le classement des journaux, là c'est en économie et gestion, les revues ne sont catégorisées que dans leur champ jugé principal. Les revues en langue française constituent un cas particulier. De façon structurelle, leur audience et donc leurs facteurs d'impact ne sont plus limités que ceux des revues en langue anglaise. Donc, néanmoins, jusqu'à nouvel ordre, nous les classons dans les mêmes catégories que les revues internationales. D'ailleurs, juste dans leur liste de revues, la première revue francophone, elle est classée, elle vient en 20e position. Bon, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a choisi une autre alternative. On va dire que la première alternative du CNRS est tout à fait légitime et il le faut si on veut une évolution et quelque chose de rigoureux, il faut le faire, il faut suivre le ranking, on va dire, international. Le FNEG a choisi une autre approche, on va dire. Les journaux francophones sont soumis à une procédure différente de celle des journaux anglais, car ils sont rarement intégrés aux classements internationaux ou dans les bases de données bibliométriques. Et donc, eux, ils ont opté pour deux listes. Ça, c'est pour mentionner, on va dire, les difficultés, que ce soit d'enseigner ou de publier dans le domaine scientifique pour les chercheurs ou les enseignants francophones. Alors, comment renforcer la francophonie universitaire dans le domaine scientifique? Il y a des initiatives pour, en fait, réduire un petit peu ces impacts. Il y a des initiatives, on peut parler encore une fois, de cette association des étudiants universitaires canadiens de Laval. Cette association, elle recommande la création d'un bureau de valorisation de la langue française à l'Université Laval. Mais là encore, c'est relativement à toute discipline confondue, on va dire. Il y a même une proposition de chaire de recherche et un observatoire de l'Université Laval pour se pencher sur la recherche en français dans la francophonie. C'est toujours au niveau universitaire, mais pas spécifiquement scientifique. Certes, il y a aussi des propositions un peu plus générales pour financer les activités de partage, de recherche en français et pour les francophones. L'objectif étant de rehausser le positionnement des environnements francophones de publication. Alors, pour notre part, nous proposons ou nous pensons à certaines actions qui pourraient renforcer la francophonie scientifique à l'université. Nous pensons que le renforcement de la francophonie scientifique, il peut correspondre à s'investir davantage dans l'ouverture des sciences. Cette ouverture des sciences peut être facilitée par le numérique de façon vraiment spectaculaire. C'est plus facile, on va dire. Alors, le CNRS, il y est déjà, hein, il est déjà engagé dans cette approche. D'ailleurs, il indique que la science ouverte consiste à rendre accessible autant que possible et fermer autant que nécessaire les résultats de la recherche issus en majorité de fonds publics.
Donc, l'orientation, c'est quoi? La proposition, c'est d'encourager des initiatives francophones d'ouverture des sciences dans des domaines ciblés, hein, constituer des communautés, pour renforcer, rapprocher davantage les chercheurs et créer des collaborations précises. J'insiste sur le fait précise ou communautaire. Comme ça sera plus, on va dire, plus rentable et plus fiable. Donc cela ne peut réussir qu'avec une communauté fiable, rigoureuse et offrant des travaux d'actualité et de qualité en étant facilité, encore une fois, par quoi? Par le numérique. J'ajouterai aussi que ces initiatives doivent être dans la pérennité, on va dire, ou dans la durée. C'est-à-dire, certes, il peut y avoir des initiatives, mais on a vu déjà des exemples, je vais en citer, qui se sont effrités. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment une pensée globale pour cette initiative ou pour la réussite de telles initiatives. Donc, j'ai dit, certes, il y a des initiatives. Hein, je peux mentionner le CCSD hein, qui gère le RAL, qui gère aussi science.org, qui gère aussi l'Épicence. Ce sont des initiatives qui commencent enfin, qui se sont enrichies par les dépôts et les contributions des chercheurs, mais il y a quand même des facteurs d'incitation qui manquent dans cela. Puis il y a aussi les facteurs on va dire, de réputation qui ne sont pas très très bien insérés dans ces approches. Il y a eu certaines approches, bonnes initiatives ou bonnes approches, mais qui se sont effritées. Hein. Je peux parler du réseau Resatis, hein, qui essayait de grouper les chercheurs dans les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, mais malheureusement, c'est une initiative qui s'est effritée parce qu'encore une fois, on n'a pas cherché la pérennité de cette approche. Notre proposition, c'est donc de créer des plateformes par thématique, comme ça, on va cibler une thématique et donc ça a plus de chances de drainer des chercheurs dans cette thématique, tout en incitant les chercheurs à ces échanges. Parce que c'est vrai que échanger n'est pas tout à fait évident pour les chercheurs. D'un autre point de vue, pour l'enseignement, il est très intéressant d'avoir plus d'intérêt pour les référentiels des ressources éducatives libres, francophones essentiellement. Ça va aider ce qu'on appelle Open Education Resources, ça va aider l'enseignant francophone dans les domaines des sciences à trouver des ressources qui vont enrichir ses enseignements. Alors, alors juste la pandémie de la de Covid-19 a permis en fait d'ouvrir peut-être ou de faire envisager des collaborations francophones, puisque bon, le numérique et le distanciel s'est imposé plus ou moins. Et c'est pour cela qu'on peut penser, ou on peut aussi renforcer cela, la collaboration des enseignants à distance dans plusieurs sens, c'est-à-dire des collaborations vraiment mutuelles, d'égal à égal, à distance, pourquoi pas, on va dire, c'est vrai que très souvent dans la francophonie, on parle du nord et du sud, même s'il y a aussi la francophonie, on va dire à gauche et à droite. Et donc, justement, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une utilisation dans les enseignements. Ça peut aussi générer des conventions de double diplomation qui résoudraient peut-être plusieurs problèmes, ces enseignements à distance, les problèmes de déplacement dans ces temps de pandémie, les problèmes aussi de flux migratoires, etc. Donc, peut-être penser à cela. Et ça permet, le numérique aussi, permettrait d'élaborer des ponts, de mettre des ponts entre les institutions des différents pays, donc plus d'enrichissement mutuel. Élaborer, pourquoi pas ne pas élaborer les portfolios des compétences francophones par discipline, puisqu'on est francophone, donc
on se comprend. Il n'y a pas eu le problème posé tout à l'heure, ou évoqué tout à l'heure, par l'incompréhension terminologique, puisqu'on a, si vous voulez, dans le monde francophone, plus ou moins, la même signification pour globalement l'ensemble des termes, ce qui n'est pas toujours le cas quand on dialogue avec des anglo-saxons. Alors, on peut aussi, pour enrichir on va dire, l'université ou les échanges universitaires francophones, penser à une reconnaissance mutuelle des diplômes via les technologies, via le numérique, via essentiellement le blockchain. Et là, c'est vraiment, c'est en cours dans certains domaines et essentiellement, si vous voulez, aussi dans ce qu'on appelle les open badges et aussi avec certains MOOC. Il est aussi nécessaire, il nous semble aussi nécessaire de réfléchir ou de penser à l'incitation à la publication numérique scientifique en français. Inciter et donc du coup réfléchir pourquoi pas à un prix du livre numérique scientifique francophone. Encore une fois, les scientifiques, même s'ils cherchent à publier des livres, c'est en anglais, c'est deux ou trois facteurs en même temps. La cause de cela, c'est que c'est des maisons d'édition prestigieuses. Quand je cherche à publier dans Springer, certes, il y a plusieurs maisons d'édition, je vais dire francophones très prestigieuses, mais on va dire que le premier souci du chercheur, où est-ce que je serai bien visible, d'accord? Donc, et puis aussi la diffusion. Hein. Il faut citer, il faut mentionner que diffuser dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus facile que diffuser dans le monde francophone pour tout ce qui est science. Pourquoi pas ne pas réfléchir aussi à un prix de la traduction vers le français des livres scientifiques, les livres qui sont en anglais, Alors, chers collègues, traduits en français. oui, Donc, je vais juste terminer, hein, très bien. étudier aussi les critères de progression académique. Alors, je termine donc, le numérique peut être au service du renforcement de la francophonie scientifique de manière équitable. Hein. Je mentionnerai juste que le chercheur Da Silva était contre vraiment ce colonialisme anglais dans les sciences. Alors, moi, l'africaine, la tunisienne, l'arabe, la francophone, je clame haut et fort que cette francophonie doit essayer de garder ses diversités, renforcer, tout en renforçant, si vous voulez, nos outils, nos relations, nos échanges, et puis de revenir, et puis aussi d'essayer de donner un autre sens à la francophonie, un sens essentiellement inspiré des pères fondateurs de la francophonie, c'est mettre le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement entre les peuples. Et le numérique peut contribuer et devrait contribuer à cela. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, merci à vous. Merci pour cette intervention qui nous rappelle donc une réalité que même au niveau numérique, le français prend du retard en ce qui concerne donc la langue des sciences et de la recherche et qu'il faut rapidement intervenir là-dessus. Alors, je vais m'excuser auprès de Madame Audrey de Segli, parce que je n'avais pas ma fiche sous les yeux. Donc, Madame de Segli qui nous vient de maître de conférence à l'Université de Montpellier, et donc qui va avoir une intervention portant sur les rapports au numérique, les fractures numériques et les inclusions numériques, les nouvelles pratiques et objets du savoir, donc grâce au numérique. Excusez-moi. Alors, donc je vais passer la parole à Monsieur Cotte en rappelant, comme on vient de me le rappeler moi-même, que le temps de parole est limité à 12 minutes. Ok, donc je vais partager. Ouais. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Ça, joli. Donc, moi, je vais vous parler quand même de littérature et en fait sur la littérature web numérique francophone. En gros, qu'est-ce que c'est et comment on a exploré ça? Donc, au départ, c'était un petit projet IDEX donc, qu'on avait monté. Donc, il y avait donc, Gilles Bonnet, Jean-Pierre Févoun-Goulouret qui est à Toulouse et un projet IDEX
qui a consisté en fait à identifier, voir si ça existait, une littérature francophone numérique, c'est-à-dire qui s'exprime sur le web. Et bon, on a ça en France, en français, donc ça, bon, voilà, c'est important, c'est un énorme corpus en français qu'on explore à l'intérieur d'une ANR qu'on a obtenue par ailleurs. Mais bon, l'idée, c'était déjà de savoir si ça existait au niveau francophone. Donc on a mené ce projet durant 1 an, et alors l'aboutissement, il existe, il est là. C'est, ouais, je vais m'approcher un peu. C'est le site Weblit hein, que vous pouvez consulter, donc à la MSH Lyon de Saint-Étienne, qui nous a pas mal aidé. Et voilà, donc on est parti à la recherche de ces gens qui, dans le monde francophone, comme ça, bon, publiaient, créaient des contenus littéraires sur le web. Et c'est quelque chose qui est relativement complexe. Et donc, on va essayer de cerner un peu. Et on a découvert des choses intéressantes dont je vais parler par la suite. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cette littérature francophone numérique, bon, elle existe relativement peu dans tout ce qui est répertoire de littérature numérique. La littérature devient de plus en plus numérique, un peu comme tout le reste. Donc, il y a des bases de données, j'en ai cité quelques-unes, LMSIP, la base de l'UQAM au Canada, l'NT2. Donc, bon, il y a des lieux qui existent, mais bon, la littérature francophone telle qu'on voulait la voir, celle qui se produit au quotidien, eh bien, était assez absente. Elle est absente aussi des bases de données traditionnelles, puisqu'effectivement, par définition, eh bien, les pages Facebook, les comptes Instagram, etc., ben, ce sont des choses qui ne sont pas répertoriées par les bibliothèques. Donc du coup, ben, il a fallu partir un peu à l'aventure pour arriver à faire exister ce genre d'objet. Donc du coup, on s'est retrouvé quand même, donc par une première approche, à trouver un certain nombre, donc par lien, un certain nombre de blogs, de sites, de pages de réseaux sociaux, essentiellement Facebook d'ailleurs. On va expliquer pourquoi. Donc voilà, par lesquels des auteurs publiaient. Alors ce qui était intéressant, c'est que pour tout ce qui est romanesque, hein, il y a déjà quand même, de façon assez institutionnalisée, des plateformes qui existent de type Wattpad où des gens publient assez régulièrement, d'ailleurs mes étudiants font ça, sans que je leur demande d'ailleurs, c'est-à-dire publient des récits, des nouvelles, et ça, bon, dans le monde de la littérature francophone, ça existe aussi. Mais ce qui nous a été, pour nous, beaucoup plus prégnant, ça a été de découvrir de la poésie, des récits, et en fait des gens qui vont publier sous forme numérique, avec donc 3 caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, le fait que ça ne les empêche pas, et dans certains cas, ça va avec des publications papier. C'est-à-dire que souvent, on a opposé la littérature numérique à la littérature papier, etc. etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des gens vont publier aussi sous forme papier. À un moment donné, alors souvent dans des pays où les frais d'édition sont relativement peu élevés, ils vont utiliser de façon extrêmement importante les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont assez peu développer de sites web, peu de blogs, mais beaucoup de pages Facebook liées entre elles, etc. Et enfin, on se retrouve avec des écrivains qui ont 20 ans, 25 ans, enfin, qui, pour une bonne partie, sont des étudiants en lettres. Donc on est arrivé quand même à quelques idées assez fortes. Hein. C'est qu'il y avait un continuum entre la publication numérique et la publication papier, alors que l'une et l'autre se supportaient. On arrivait à publier sous forme papier parce qu'on avait déjà publié sous forme numérique. On s'était fait un lectorat, un réseau sous forme numérique. Et inversement, on faisait la publicité pour ce qu'on pouvait publier sous forme papier grâce au numérique, et qu'on avait là quand même une dynamique,
non pas une opposition, mais une complémentarité entre les deux supports. Et autre chose qui allait en même temps, c'est le fait que la production littéraire de ces gens-là, bon, elles vont avec toutes les autres préoccupations qu'ils pouvaient avoir. Donc ça peut être des préoccupations politiques, ça peut être des préoccupations mode, des préoccupations théâtre, même monter des entreprises. Voilà, donc certains qui publient des nouvelles, puis à côté, ouais, comment monter une start-up à Abidjan, enfin, voilà, des tas de choses comme ça. Donc la littérature, c'est pas quelque chose qui est à part, qui est dans un monde autre. C'est quelque chose qui est vraiment inséré dans la vie quotidienne et dans les préoccupations globales des gens. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement nouveau. Alors, on s'est aussi un petit peu posé la question, donc assez rapidement, puis après je passe un peu à la méthodologie, pourquoi un tel usage des réseaux sociaux? C'est-à-dire que, bon, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux de type Facebook, les données ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à Facebook. Donc du coup, vous n'êtes pas maître de grand-chose, y compris de la présentation, bon, ça vous est tout donné à l'avance. Donc on s'est demandé pourquoi, alors que... Bon, domaine français notamment et canadien, bon, les gens utilisaient beaucoup les blogs, notamment WordPress et des choses comme ça. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de questions techniques qui allaient avec, hein, c'est-à-dire que, eh bien évidemment, pour maintenir un blog WordPress, il faut quand même une bonne connexion, il faut quand même une électricité suffisamment fréquemment, etc. Alors que bien, les plateformes de type Facebook, il suffit d'avoir un téléphone. Donc, et du coup, c'est quelque chose qui était beaucoup utilisé, entre autres, pour cette raison-là. Et bon, vous voyez assez facile. Bon, à partir du moment où un réseau un réseau d'écrivains devenait suffisamment institutionnalisé, avec quand même une certaine assise, bon, comme par exemple les biscottes littéraires, pour ceux qui connaissent, donc au Bénin. Là, à ce moment-là, on avait un vrai site qui se mettait en place et effectivement quelque chose qui est, à mon avis, au niveau de la littérature web, quelque chose de vraiment important. Donc c'était une des premières caractéristiques. Donc c'est une utilisation massive, au moins au début, de tout ce qui est réseaux sociaux, et la constitution, alors pour ces gens-là, peu à peu, de liens entre eux, hein, de véritables réseaux qui se créent entre eux, et c'est ce qui va ensuite pour nous donner lieu à la seconde partie de notre travail. Donc des gens qui vont se reconnaître mutuellement. Au départ, au sein d'une association, généralement, donc qui publie comme ça, et ensuite, de fil en aiguille, de réseau en réseau, donc ça peut devenir quelque chose de plus structuré, de plus étendu. Et progressivement, dans le temps, on voit ces réseaux qui s'organisent. Alors, bon, les biscottes littéraires sont un très bon exemple. On a d'autres exemples, comme ça, en Haïti, où la publication est assez importante. Et du coup, le problème en Haïti, c'est que, bon, avec tous les problèmes qu'il y a eu depuis un certain temps, ces réseaux ont du mal vraiment à se constituer, à se développer. Hein. Donc, voilà. Donc, on arrive comme ça, progressivement, à s'apercevoir qu'il y a des réseaux. Donc, des gens qui se reconnaissent entre eux comme écrivains et qui vont se critiquer les uns les autres et, du coup, enrichir leur propre création. Donc, des réseaux de plus en plus importants. Et à la fin de notre année de travail avec Jean-Pierre, donc notre travail d'IDEX, on s'est aperçu que eh bien, se développait donc une littérature web, donc alors à différents lieux de la francophonie, donc plus ou moins développée, plus ou moins donc institutionnalisée, mais qui ensuite arrivait à certains moments à véritablement faire en quelque sorte école. Donc, à la fin, une certaine institutionnalisation. Alors tout ça, ça nous a amené, et là je vais aller quand même relativement vite parce que le temps est un peu court, ça nous a amené en fait à nous dire que finalement, pour explorer cette littérature, donc c'est quelque chose qui est quand même relativement complexe, on devait partir de communautés locales.
C'est-à-dire qu'on voyait apparaître comme ça des communautés locales avec des réseaux d'acteurs qui commençaient à se constituer. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est ensuite, donc scientifiquement, après ces observations-là, d'arriver à avoir une méthodologie d'exploration du web. Bon, parce qu'il faut savoir quand même que quand vous interrogez Google, basiquement, vous tombez sur tout et n'importe quoi à propos de la littérature, mais vous n'arrivez pas à avoir, à déceler comme ça ces réseaux structurés. Il faut un petit moment pour arriver à le faire. Et du coup, on s'est dit que, eh bien, on va faire un travail donc, de structuration des requêtes Google de façon à saisir explicitement, uniquement, ces réseaux-là. Donc, on l'a fait. Et ça implique alors d'utiliser donc le moteur de recherche Google, mais dans la version recherche avancée, pas dans la version simple, et de spécifier de façon très exacte ce que l'on cherche, hein, avec donc tous les mots suivants. Donc, qu'est-ce que l'on veut voir, quels sont les noms propres que l'on veut avoir, c'est-à-dire que nécessairement on s'intéresse aux, ça s'appelle les indexicaux, aux entités nommées, au nom de personnes, et ce que l'on veut comme médias, donc des blogs, des pages Facebook, etc. Donc tout ça afin d'éviter d'avoir trop de bruit. C'est-à-dire que notre problème, comme dans chaque fois qu'on a un moteur de recherche, c'est d'avoir énormément de bruit, puisqu'on a une indexation qui n'est pas contrôlée. Donc du coup, on a établi comme ça des questions, des formes de requêtes relativement élaborées, qui nous ont permis de saisir, avec les résultats de ces recherches-là, de saisir des relations entre l'auteur que l'on cherche, le site que l'on a, l'indice que l'on a, et puis tous ceux qui vont le citer et tous ceux qui vont du coup le reconnaître. Et l'idée a été pour nous tout simplement de construire notre méthodologie d'enquête, notre méthodologie de recherche, tout simplement en formulant des questions, évitant le bruit, mais permettant d'avoir en fait tout ce qui va lier cette personne-là à d'autres personnes au niveau du web. Donc ça, on a considéré que c'était un système de reconnaissance. C'est-à-dire que étaient finalement écrivains, parce que c'était justement aussi une question, est-ce que les gens que vous trouvez, on peut les considérer comme écrivains ou simplement des gens qui étaient considérés comme écrivains, les gens reconnus comme tels par d'autres, sur le web. Donc par des liens, hypertextes, par des citations, par toutes sortes de marqueurs de référence. On a longtemps réfléchi sur la question de la littérarité, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait littéraire. Bon, ce qui fait littéraire, c'est d'être reconnu comme écrivain par d'autres écrivains et de former un réseau d'écrivains et de lecteurs en même temps. Parce que chacun écrit et lit. Voilà. Donc, on a établi donc ces réseaux-là. On a répertorié toutes les adresses. C'est-à-dire qu'on a intégré toutes ces adresses-là à l'intérieur de ce qu'on appelle des schémas XML. Alors, bon, je ne vais pas vous faire de la technique XML. Ce sont des représentations, des enregistrements qui vont décrire des documents. Et dans ces schémas-là, vous gardez mémoire, vous enregistrez toutes les adresses des personnes que vous recherchiez, plus de tous leurs liens. C'est-à-dire tous les liens qui viennent de leur site, tous les liens qui pointent vers eux, et tous les liens qui, de façon un peu plus diffuse, vont citer ces auteurs-là. Donc du coup, on arrive comme ça à monter, à reconnaître des communautés d'écrivains. Alors elles sont structurées très différemment, c'est-à-dire qu'on a 4 situations différentes. On a les auteurs individuels, c'est-à-dire bon, voilà, je fais mon site et je publie mes poèmes. Les auteurs collectifs, c'est-à-dire tous ceux qui vont se réunir pour signer sous un même nom, toutes les revues, surtout des toutes petites revues généralement, donc c'est les supports, et enfin les communautés. Alors les supports, c'est pas pareil que les communautés, puisque les communautés, ce sont des gens
particulièrement par exemple actifs en Haïti, qui vont se lier entre eux et organiser des événements, des fêtes, enfin des tas de trucs divers et variés autour de la littérature. Bon, une qui est célèbre en Haïti, c'est la Société du samedi soir. C'est bon, c'est vraiment quelque chose qui fédère tous les gens qui vont écrire un peu dans leur coin, la plupart du temps des étudiants. Donc voilà, donc tout cela, on y a mis en place, c'est-à-dire que bon, on a inscrit ça dans des schémas, et ensuite, ce qu'on est en train de faire, et je terminerai un peu dessus, c'est qu'on va tout simplement arriver à ce qu'on appelle crawler, techniquement, c'est-à-dire que l'on va récupérer tous ces sites-là. Tous ces blogs, tous ces sites, on va les récupérer dans une archive. Et en les récupérant dans une archive, ce que l'on fait, c'est qu'on en garde une trace. Alors, ça, on y a réussi pour le corpus dit français, c'est-à-dire le corpus de l'ANR, mais qui contient paradoxalement énormément de littérature francophone. On ne l'a pas encore vraiment systématisé que pour la littérature francophone, puisque le projet IDEX avait été terminé depuis longtemps et on était passé au stade de l'ANR, mais on a constitué, pour le domaine français, cette archive-là. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque ce qui est publié là, c'est quelque chose qui est très volatile. On l'a vu en Haïti, il y a la moitié des auteurs, ils ont disparu. Bon, eh bien, on en aurait gardé une trace, et on doit en garder une trace. Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, et puis, bon, du coup aussi, c'est tout ce qui est sujet à des tas de questions qu'on pourra nous poser. Merci. Merci, M. Cotte. Merci. Alors, je rappelle qu'on va écouter les intervenants et puis des questions à la fin donc, du tour de table. Alors, je donne la parole à M. Ngueoum, donc maître de conférence à l'Université de Yaoundé. M. Ngueoum. Oui, bonjour. Vous êtes là? Voilà, je suis là. Oui, c'était juste le temps pour moi de... Voilà. Bonjour. Je n'avais pas activé mon micro et là, j'essaie de démarrer ma vidéo. J'espère que j'y arrive. Et en temps, je partage mon écran rapidement. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Alors, je suis obligé de vous rappeler donc une contrainte matérielle qui fait que le temps d'intervention est limité. Malgré la richesse des interventions de chacun, le temps d'intervention est limité à 12 minutes. Oui, rassurez-vous, je m'étais préparé à cela. Oui. Voilà. Donc, mon intervention, chers collègues, porte sur le numérique. Numérique, éducation culturelle et développement en Afrique. Ce titre a légèrement évolué par rapport à ce qui est énoncé dans le programme. Donc, je pars d'une réflexion ou d'un questionnement, à savoir que le faible niveau de développement des territoires d'Afrique francophone pourrait en partie s'expliquer par les choix éducationnels, en particulier par le fait que les politiques éducatives promeuvent de manière exclusive le français et les référents culturels endogènes au détriment des langues, des cultures et des arts endogènes. Donc, ma présentation se résume en 3 points. J'essaierai d'établir le lien entre le bien-être et l'enracinement culturel des populations, donc des acteurs sociaux. Deuxièmement, je me poserai la question de savoir si le bien-être dans le territoire d'Afrique francophone n'est pas aussi un problème culturel. Et troisièmement, je proposerai de suggérer des solutions pour refonder le modèle d'éducation, n'est-ce pas, dans ces territoires en se fondant sur le numérique. Alors, quelques indications pour essayer de penser le lien entre enracinement culturel et bien-être. En réalité, les recherches dans ce sens démontrent, notamment en Amérique du Nord et en Australie, qu'il y a effectivement un lien établi entre l'utilisation d'une langue à laquelle on s'identifie premièrement et la réalisation du bien-être, tout en sachant bien que le bien-être n'est pas simplement matériel, mais davantage mental. Et que, donc, de manière tout à fait logique,
la perte d'une langue, la perte d'une identité linguistique ou culturelle. Alors, vous comprendrez que je mêle un peu dans un même package les notions de langue, culture et art. Donc, chaque fois que j'énoncerai l'un ou l'autre de ces termes, vous comprendrez que je les utilise un peu dans une sorte de dans un emploi concurrent, ou en tout cas hypernomique. Donc, euh, euh, il y a dans notre monde contemporain des positionnements qui tentent quand même à accréditer l'hypothèse euh, d'une la nécessité, en tout cas, pour tout le monde, d'avoir un référent, un socle culturel ou civilisationnel. Et hier encore, sur les tout à fait par hasard, je suis tombé sur cette citation de l'ancien président Sarkozy qui dit, il le disait sur CNews dans l'émission Punchline, il faut qu'on se réconcilie, il parlait de la France, avec notre civilisation. Si on ne le fait pas, si on ne fait pas rempart, elle va disparaître. Alors, il faut bien se dire que cette question peut se poser en France, mais également partout ailleurs dans le monde, et notamment dans les territoires d'Afrique francophone qui, on l'oublie souvent, n'ont été francophones que dans une histoire relativement récente. Alors, euh, du coup, je reprends en mon compte cette citation, cette pensée de Mahmoud Mamdani qui, qui, qui se posait, parce que la question de sous-développement en Afrique, évidemment, peut être multifactorielle. Nous avons écouté des intervenants, il y a évidemment des questions liées à la gouvernance, des questions liées à la complexité économique. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si le problème africain n'est pas simplement celui de la colonisation, mais une pénétration incomplète de la société traditionnelle par un État colonial faible ou, eu égard à la dite société, par des colonisateurs prudents et à courte vue. Il faut le dire, la société traditionnelle en Afrique est quelque chose de très résilient. Et c'est un référent, je peux dire, stable, toujours renouvelé, qui se adapte, mais auquel les populations, les acteurs se réfèrent continuellement. Alors, comme nous sommes par les contraintes du temps, je propose ici un lien entre des facteurs éducationnels qui prennent en compte l'enracinement, la prédisposition à l'ouverture culturelle et subséquemment à la créativité, au développement du capital social et finalement au développement. Mais en préparant cette diapositive, évidemment, j'avais à l'esprit qu'il nous a été demandé de soumettre des propositions plus détaillées. Donc, je m'en tiens actuellement ici au point essentiel. Alors, en exploitant les données, n'est-ce pas, sur la base de données du PNUD, n'est-ce pas, j'ai pu, en comparant les indices de développement de quelques pays africains, les indices de développement humain, établir une corrélation étrange, en tout cas, qui pour moi n'était pas toujours, en tout cas évidente, mais elle m'a surpris. Et elle consiste, enfin, il y a une révélation que j'ai eue moi personnellement, à savoir que les choix éducationnels, notamment le choix de la langue d'éducation au primaire et dans les autres cycles, a disons, amène à établir une corrélation entre le niveau de développement ou en tout cas de développement humain de ces pays. Et ici, il y a la figure nous montre quelques pays d'Afrique francophone, notamment, où l'indice de développement est le plus faible et qui ont fait des choix éducationnels, notamment en faveur du français de manière exclusive. Donc, par contre, des pays francophones aussi, où le français est utilisé, je veux dire, où la langue de l'éducation inclut aussi la langue première, dont la langue maternelle, tout en sachant qu'il y a des pays comme le Gabon, où le français a un statut de langue maternelle. Et bien, dans ces pays-là, on note un indice différent. Alors, avec ce contraste, on aboutit dans des pays anglophones à un paradigme différent. Je passe rapidement. Donc, il me reste quelques diapositives, notamment. Cela pose donc la question de comment refonder cette éducation. Alors, il y a toujours, en matière d'éducation culturelle et linguistique en Afrique, le problème de la diversité. Alors, moi, je propose une approche documentaire qui consisterait à collecter par un travail de documentation sur le terrain
ces pratiques linguistiques et à les archiver dans une plateforme. Je donne l'exemple de la plateforme de First People Cultural Council en Colombie-Britannique. Je vous invite vraiment à explorer cette plateforme qui réhabilite un peu les pratiques culturelles endogènes et donc donne la possibilité aux populations de se reconnecter avec leur histoire, de se renouveler de l'intérieur, d'avoir cette prédisposition à la coopération sereine, au dialogue des cultures et donc à l'ouverture et finalement à la créativité. Donc, pour finir, je proposerais que la francophonie institutionnelle pense, parce que je crois qu'il y a un retard là-dessus à trouver, à rattraper, pense peut-être à mettre en œuvre un programme dans ce sens, puisque cela existe dans l'univers francophone. Et j'ai proposé dans mon article, n'est-ce pas, un plan détaillé où le Cameroun serait le territoire d'expérimentation et où on en viendrait à généraliser cela à d'autres territoires. Et finalement, je vais terminer vraiment par là en 30 secondes. Je voudrais saisir pour cette tribune pour poser la question de la formation dans ce domaine, dans le domaine numérique et des humanités numériques. Nous organisons à l'Université Yaoundé en mars prochain un atelier sur les humanités numériques à l'intention d'un public francophone. Et donc, nous invitons la francophonie institutionnelle à se joindre à nous. Nous avons réussi à avoir un financement. Nous aimerions que ce soit l'occasion de poser les jalons d'une formation dans les humanités numériques et dans le numérique tout simplement. Attention donc de la jeunesse francophone, la jeunesse universitaire francophone. Je vous remercie. Merci professeur. Alors, je donne la parole à monsieur Noé Gasparini, donc pour le dictionnaire des francophones. Merci. Donc, je travaille à l'Institut international pour la francophonie sur un projet que je vais vous présenter. J'ai préparé cette présentation avec deux collègues, une collègue belge et une collègue slovène, qui ne peuvent pas être là parce qu'elles sont pas en France en ce moment. Je vais vous présenter rapidement ce que c'est que le dictionnaire des francophones et vous expliquer un peu l'engagement social de ce projet, en vous expliquant un peu ce que ça change en termes de méthode de recherche, sur ce qu'est un dictionnaire, sur ce que ça change pour la langue française, pour la francophonie, et en termes d'organisation, de changements sociaux. Tu peux me mettre donc à la base, le dictionnaire des francophones, c'est une commande politique qui émane d'un discours du président de la République française, qui s'appelait « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme », qui date du 20 mars 2018. À ce moment-là, sont réunis les acteurs de la francophonie, les acteurs institutionnels, et dans la discussion est né un projet de dictionnaire numérique qui a été confié à l'Institut international pour la francophonie. Moi, j'ai été recruté dans ce cadre-là. Et l'objet à ce moment-là, c'était de faire un dictionnaire. La commande n'était pas très précise au départ et elle s'est affinée avec le temps. Tu peux mettre la diapo d'après, s'il te plaît, que j'ai mon texte, parce que sinon je vais improviser, ça va être dur. L'idée, c'était de s'inscrire dans la dynamique d'ouvrir les données, donc de faire dans ce dictionnaire un dépôt de données, d'informations sur les mots, qui soit facilement réexploitable pour tous, et dans le même temps d'en faire un outil qui soit adapté à son lectorat, qui puisse s'adapter selon les endroits dans la francophonie, donc notamment en présentant les définitions dans un ordre différent selon l'endroit où on se trouve, et qui soit participatif. Ça, c'est les grandes ambitions au début. La façon de faire pour construire cet objet lexicographique, c'était de collecter de l'information, donc de réunir des dictionnaires. Là, je vous ai mis la liste, je ne vais pas la détailler, mais ça a été de collecter plusieurs travaux de recherche existants, de les mettre ensemble et puis de les organiser, de les ranger pour valoriser ces travaux-là, permettre d'y accéder et de changer la mise en forme de l'information pour les rendre accessibles à travers une interface de consultation et puis ensuite, dans le même temps, de créer un formulaire de contribution, ce qui n'est pas évident non plus. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2018. Quand je dis on est une équipe à l'Institut international pour la francophonie, on est 3, avec un conseil scientifique aussi qui aide à piloter le projet. Dessous, si tu peux passer, on a un schéma de données que je ne vais pas expliquer, qui est l'organisation des informations dans un dictionnaire, parce qu'en fait, il y a des informations de nature très diverses. Autour d'une définition de dictionnaire, on a beaucoup d'informations qui gravitent autour. Et dans notre base de connaissances, on a essayé d'organiser tout ça. Donc c'est ce schéma-là que je ne détaille pas, hein, mais ça, c'est ce qui s'appelle le web sémantique, ou le web 3.0, c'est-à-dire qu'on organise l'information non pas autour de pages statiques
mais autour de données qu'on va relier entre elles. Donc c'est comme des piliers avec des fils, et puis on étiquette ces piliers, on rajoute de l'information sur les fils, et on permet à d'autres de venir se brancher sur ces piliers-là, de tendre de nouveaux fils, et donc de se connecter toutes ces informations entre elles. Ça fait beaucoup d'informations, ça fait ce qu'on appelle aussi big data, parce qu'on a beaucoup d'informations. Là, sur les mots, ça fait près de 2 millions d'entrées, avec toutes les formes conjuguées des verbes, ça fait ça à peu près. Ça fait 470 000 mots qui sont décrits pour l'ensemble du français parlé dans le monde, et ça continue à croître. C'est le but de ce projet, c'est de continuer à l'enrichir dans le temps. Je vais passer sur la suivante. Je vous mets la capture d'écran, alors vous verrez mieux si vous allez sur le site. Je ne vous ai pas mis le QR code, mais vous retrouverez si vous cherchez Dictionnaire des francophones. Ça, c'est l'interface qui sera mise en ligne le 12 octobre. Vous l'avez en avant-première, c'est la future mise à jour sur laquelle on travaille. C'est presque comme ça actuellement, mais on a fait une refonte d'ergonomie, d'accessibilité qui est en cours de déploiement. Ok, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais passer sur la suite. Donc, ce que ça change, les diapos suivantes sont en 2 parties avec la vision traditionnelle, donc ce qu'on pense être ou ce que c'est réellement aujourd'hui. Et puis la couleur vive pour vous réveiller, c'est ce qu'on propose dans le Dictionnaire des francophones. Donc sur l'approche habituelle dans différentes disciplines universitaires, c'est de faire une collecte documentaire, de faire une documentation par le terrain, comme ça a été dit juste avant. Ensuite, on constitue un corpus de texte, ce qui est aussi ce que disait mon collègue juste avant, de constituer un corpus. Et ensuite, on publie des études spécialisées sur certains aspects de ce corpus collecté. Là, dans le Dictionnaire des francophones, c'est un peu différent en termes d'approche, parce que ce qu'on réunit, c'est des connaissances, on les modélise avec le schéma que j'ai brièvement passé juste avant, et on organise un corpus de données et pas un corpus de contenu. C'est-à-dire qu'on éclate toutes ces informations-là et on les relie entre elles d'une nouvelle manière. Donc à la fin, on forme un nouveau corpus, mais les corpus existants ont été travaillés pour être exploités de différentes manières. Et enfin, on met en ligne en continu ces informations-là, ce qui permet des approches croisées. Donc là, dans les études qu'on a mis, on a mis des études qui étudiaient les particularismes du français en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Chacune de ces études-là, en fait, pouvait croiser certains mots qu'on retrouvait en commun. Et en les ayant dans une même base commune, ça nous permet de découvrir ces similarités et donc de mener des études qui vont permettre de trouver des sens communs à des grandes régions. Ça, c'est la différence pour la recherche. Maintenant, sur la partie suivante, sur le dictionnaire. L'objet dictionnaire, souvent, c'est vu comme un descripteur du bon usage. Alors particulièrement le dictionnaire de l'Académie française, mais même le Larousse ou le Robert qui sont validés par l'Académie française ou par des instances de légitimation dans d'autres cultures ou dans d'autres parties de la francophonie. C'est rédigé par des experts. Vous ne savez pas qui sont les gens qui sont derrière Robert et Larousse, mais c'est des experts. L'Académie française également. C'est présenté parfois comme un objet commercial. Là, je ne suis pas du côté de l'Académie française, mais pour les autres. Et c'est en tout cas des ouvrages qui sont des références et qui sont considérés comme, non pas comme des médias, mais comme des objets neutres dans lesquels il y a la vérité et on se réfère au dictionnaire. Le Dictionnaire des francophones change ça, change ce paradigme-là, puisque c'est une documentation des usages, de tous les usages, incluant des usages que d'autres vont considérer comme faux. C'est pas légitimé, c'est fluide, c'est évolutif, c'est en continu, ça va changer en permanence. Donc on ne pourra pas se référer à cet objet-là comme une source de vérité. Ça implique des experts et des non-experts qui vont pouvoir participer également, puisque c'est ouvert au grand public. C'est un objet qui est gratuit, qui est un service public. Un dictionnaire n'est pas de base un service public, mais celui-là en est un. C'est librement réutilisable, puisque le contenu peut être pillé et réutilisé, incluant pour des usages commerciaux, comme des jeux pédagogiques ou du matériel pédagogique. Et c'est un média, on montre que les différents dictionnaires avaient différentes approches, que selon l'époque dans laquelle ils ont été faits, ils ne véhiculent pas les mêmes idéologies. Et ça, on le rend visible et on montre que, comme tout média, un dictionnaire a une subjectivité. Ça, c'est assez nouveau et c'est quelque chose qu'on espère transmettre par les applications pédagogiques et les messages autour de ce dictionnaire. Ce que ça change pour la langue française en elle-même, c'est qu'il y a des représentations sur ce qu'on pense être la langue française. Il y a notamment tout un discours qui est de dire que c'est la langue de Molière ou la langue des Lumières, une langue un peu belle, figée, qui est en train de... Enfin, une langue pure, une langue élitiste, une langue qui se perd avec le temps. Il y a tout un discours comme ça. Il y a aussi le discours de la langue française qui est la langue de la France, et puis aussi d'ailleurs, mais bon, d'abord la langue de la France. Et le Dictionnaire des francophones n'a pas du tout cette vision-là, et c'est celle qui était le message politique aussi à la base du projet. C'est que c'est une langue qui continue à vivre, qui est dynamique, qui crée de nouveaux termes en permanence, mais qui est aussi accessible. Dans sa diversité, on peut acquérir la partie de la langue qui nous intéresse selon son territoire, selon son domaine d'expertise, selon son intérêt, et que c'est la langue de l'ensemble des francophones, donc pas seulement une langue en France et ailleurs, mais la langue de l'ensemble de la communauté francophone. Je vais détailler un peu plus sur la partie francophonie, parce que
c'est dans le nom du projet, Dictionnaire des francophones. Souvent, il y a une hiérarchie qui est faite entre la France et puis en dessous les patois, donc les langues de France, mais qui sont maltraitées ou considérées soit comme des langues, soit comme des formes déformées du français, avec spécifiquement ce qu'on appelle les belgicismes, québécismes, helvécismes, donc tous ces mots qui définissent des formes du français, qui sont plus ou moins étudiées, plus ou moins définies, et encore en dessous les créoles, qui sont des langues, et les anglicismes, les barbarismes, qui sont des formes dépréciées du français. Donc ça, c'est un peu la construction idéologique qui est commune en France, moins commune dans d'autres pays de la francophonie, mais qui existe clairement. Et donc, dans le dictionnaire des francophones, il y a cette idée de construire un objet pour un espace linguistique multiculturel, dans lequel on reconnaît l'existence de plusieurs cultures qui ont une langue en partage, avec une diversité des normes. Donc chaque pays a sa norme, son français, et toutes ces normes se valent. Ça, c'est assez différent de la vision traditionnelle, avec la norme de France comme référence. Là, c'est de dire, il y a plusieurs références, on va juste toutes les documenter. Et puis, on ne va pas parler d'anglicisme, mais de récits de contact de langue, d'intégration, de processus d'intégration et d'évolution, de circulation de l'information entre les langues. Donc, c'est un changement qui est assez important. Si tu peux passer sur la suite, sur l'organisation. Juste avant. Ouais, merci. La langue française, elle a une organisation politique derrière, qui est une gouvernance, avec une académie française qui a un rôle fort sur la gouvernance de la langue, et puis des commissions d'enrichissement. Donc en France, c'est celle qui produit dans le journal officiel des nouveaux termes, qui est publié en ligne sous France Termes. Au Québec, il y a aussi l'Office québécois de la langue française, donc ça, c'est des commissions d'enrichissement, produisent des nouveaux mots. Et puis l'éducation nationale, l'enseignement du français comme langue étrangère, les alliances françaises, c'est des institutions qui participent à une politique de la langue, à un aménagement linguistique et à dire ce qui est vrai, ce qui est correct. Ça, c'est la façon dont la langue est pilotée d'en haut. Et le dictionnaire des francophones va amener un changement là-dessus en proposant une gouvernance de la langue par sa communauté, avec cette vision de la langue comme un commun. Le principe de commun qui a été défini par Elinor Ostrom, c'est de dire qu'on a des ressources, des communautés et une gouvernance de cette ressource par une communauté. Donc c'est un concept qui est souvent appliqué à l'eau bien commun, si vous avez déjà entendu ça. Là, l'idée, c'est que la langue est un bien commun, qui a une communauté qui est l'ensemble des francophones et dont la gouvernance va être gérée par cette communauté. Le dictionnaire également, ou la description de la langue, est un bien commun, et de la même manière que la langue elle-même peut être définie par sa communauté. Et donc, on se défait de ces gouvernances centralisées pour avoir une gouvernance par les pairs, une copropriété de la langue, un co-autorat du dictionnaire. Tout le monde peut entrer comme vecteur de la norme pour sa région, sa communauté, et participer ensemble à une concertation linguistique plutôt qu'une planification. Ça, c'est des grands enjeux. Maintenant, au point où on en est, le dictionnaire francophone, il a été mis en ligne en mars cette année. Ça aurait dû être l'année dernière, puis ça a été reporté d'1 an. Et on ne sait pas encore si tout ça va se réaliser. Et donc, je finirai sur des questions, sur voir si cet objet, ces ambitions-là vont entraîner des évolutions de la langue elle-même, si on va se mettre davantage à respecter les différences de langue, si on va davantage connaître les autres formes de la langue que celles de sa communauté d'origine. Ça, c'est difficile à savoir, et difficile de savoir également si la transformation de l'objet dictionnaire va transformer la langue. Est-ce que ça va entraîner de nouvelles façons de faire de la recherche à partir de ces données massives qui sont librement exploitables? Alors, moi, je viens de la linguistique, donc moi, ça m'intéresse comme objet de langue, mais ça peut également être un sujet de recherche en sciences politiques, ce que j'ai présenté juste avant, les enjeux de gouvernance, c'est des enjeux de sciences politiques. Pour diverses applications pédagogiques également, comment on s'empare de cette diversité de la langue française. Et puis en sociologie, sur les différents usages, sur les représentations. Bref, il y a plein de choses à voir dans différentes disciplines. Et on verra ce qui va émerger de ça. À Lyon, ça nous intéresse de brasser ces questions. L'Institut international pour la francophonie va faire des choses sur ces enjeux-là. Et on espère que ça émerge aussi dans d'autres pays francophones autour de cet objet. Donc je disais, pour ce qu'est la francophonie même, ça va changer, puisque cette langue partagée, elle a une identité francophone, des identités francophones qui sont orientées par ce qu'est la norme. Et la diversité de cette norme, la prise en compte de la diversité va changer ça. Et puis sur les aspects économiques, il y a tout un pan de l'économie qui est l'économie liée aux méthodes pédagogiques et aux flux pour les stages linguistiques qui vont peut-être s'orienter vers d'autres pays francophones pour des apprenants ou apprenantes qui vont aller vers d'autres pays francophones que la France avec des migrations internes ou des flux touristiques permis ou facilités par cette facilité d'accès à ce vocabulaire. Et on verra si ça crée une nouvelle fraternité francophone ou une nouvelle alliance autour de la langue, ce qui était la base du concept de la francophonie à l'origine. Et si ces transformations politiques proposées de langue bien commun nourrissent d'autres réflexions sur d'autres aspects de la société et transforment les structures
de politique au-delà de la politique de la langue. Très bien. Merci, merci Noé. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que donc il y aura des questions éventuellement donc en fin de tour de table. Et je donne la parole à Madame Sudon donc pour nous parler de la mission 54. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, la francophonie est méconnue, en particulier en France. Ça, c'est un constat. Selon un sondage qui avait été réalisé en 2010, quelques 91% des Français interrogés se sentent francophones avec un sentiment de solidarité marqué pour les pays francophones. Pourtant, un quart seulement des Français a entendu parler de l'OIF. Ils ne sont même que 13% à connaître des associations francophones. Les événements liés à la francophonie sont peu connus des Français. Ils sont même 69% à ne pas connaître le sommet de la francophonie, 78% la fête de la francophonie et 80% les jeux de la francophonie. Face à ce degré abyssal de méconnaissance de la francophonie, l'Institut international pour la francophonie 2IF a été créé en 2001 au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3 pour assurer 3 missions essentielles. La formation initiale sur le thème des institutions de la francophonie, la recherche sur l'objet francophonie et sur son attractivité, et la réflexion et la prospective sur et pour la francophonie avec un volet numérique important. Après la mise en place de formations en présentiel à Lyon et délocalisée à l'étranger, 2IF a innové en 2015 avec le cours en ligne gratuit « La francophonie, essence culturelle, nécessité politique ». Cette formation est destinée à un public averti, diplomates, responsables culturels, élus, journalistes, étudiants ou tout simplement avides de connaissances. La question s'est alors posée de faire connaître la francophonie à un public plus jeune. En France, la francophonie faisait déjà partie du programme d'instruction civique des 3 dernières années de l'école primaire. Plus précisément, y était étudiée la communauté de langues et de cultures composée par l'ensemble des pays francophones en relation avec le programme de géographie. Et ça explique d'ailleurs l'apparition en 2009 d'un manuel sur la francophonie dans le cadre du cours d'instruction civique de niveau CE2 à CM2. L'idée d'un jeu sérieux sur la francophonie comme outil pédagogique a alors émergé à 2IF en 2015 sous l'impulsion de son directeur de l'époque, Olivier Garot. Pour citer le dictionnaire des francophones, un jeu sérieux est une application informatique utilisant les techniques et les ressorts ludiques du jeu vidéo à des fins d'enseignement, de formation ou de perfectionnement professionnel, de communication ou d'information. Je ne développerai donc pas les jeux de société sur support papier cartonné, mais je me contenterai d'en mentionner 2 qui ont reçu le soutien de l'OIF, mais ils n'ont trait seulement qu'à la langue française et non à la francophonie grand F. On a ainsi Mot à Moté aux éditions Katz Family qui se présente comme le premier jeu d'expression francophone. Et on a également Francophonie, le grand jeu de toutes les langues françaises aux éditions Assimil qui a été conçu par 3 enseignants-chercheurs de l'université Rennes 2 pour valoriser la pluralité du français à travers le monde. En termes de jeux sérieux, il y avait eu une initiative soutenue il y a quelques années par l'OIF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Free Rice, un jeu gratuit de culture générale en ligne où chaque bonne réponse vous permet de reverser 10 grains de riz au Programme alimentaire mondial. Malheureusement, ce jeu n'est plus disponible en français. Il ne subsiste guère plus que la catégorie apprentissage d'une langue qui propose des mots en français dont il faut trouver la traduction parmi les propositions en anglais ou en arabe. C'est d'autant plus dommage que la version en français proposait une catégorie sur la francophonie. Il faut savoir qu'avant 2IF, il y a eu 2 initiatives de la francophonie en termes de jeux sérieux en ligne sur la francophonie. Il y a d'abord eu le voyage francophone. En 1995, à l'occasion des 25 ans de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, son centre international francophone de documentation d'information, le CIFDI, avait conçu un petit jeu d'une 40aine de questions accessibles sur Minitel. Donc, le jeu s'est ensuite installé évidemment sur la toile et pour les 30 ans de l'agence, donc en l'an 2000, il avait reçu en cadeau de la part d'un francophone passionné près de 1000 questions tirées d'un jeu de loi qu'il avait conçu. En 2006, 1500 questions et 4500 réponses couvraient ainsi les 63 pays de l'espace francophone de l'époque. Ces 1500 questions à choix multiples étaient réparties sur 10 thèmes, l'histoire, la géographie, l'art culinaire, l'économie, la culture, etc. Voilà. Ce jeu qui faisait découvrir la richesse des pays francophones a disparu et n'a pas été repris sur le site internet de l'OIF. Il y a eu ensuite le jeu à la découverte des pays de la francophonie proposé sur le site de l'OIF. Dans ce jeu, il fallait localiser une série de pays de la francophonie. Malheureusement, hormis la localisation de ces pays, les informations transmises sur ces pays étaient très succinctes à travers le renvoi aux fiches des pays avec les informations suivantes, nom de la capitale, superficie, nombre d'habitants, langue, monnaie, ainsi de suite. Et il est aussi à noter que ce jeu a disparu.
Si le site internet de l'OIF ne propose plus aucun jeu pour découvrir la francophonie, il faut toutefois souligner le quiz La francophonie proposé par TV5 Monde sur son site internet dans sa rubrique Jouer avec le français, mais ce quiz ne propose que les 10 mêmes questions. Donc, face à cette lacune ludique sur la francophonie, 2IF a développé en 6 mois Mission 54, un jeu sérieux de type Trivial Pursuit. Ce jeu est disponible gratuitement et sans publicité sur smartphone, tablette via Apple Store et Google Play, ainsi qu'en version web. À travers ce jeu, 2IF veut donner une image moderne et ludique de la francophonie. Il s'agit vraiment d'initier le plus de joueurs possible aux principaux concepts de la francophonie et rendre visibles les opérateurs de la francophonie. Les élèves de CM2 francophones âgés de 10 à 11 ans constituent le public privilégié. Le jeu vise aussi les apprenants de français langue étrangère, de niveau A2 à B1. Mission 54 les fait non seulement travailler sur la langue française, mais aussi les ouvre à la richesse de la culture francophone. Cela participe à sortir de la sacralisation de la culture française dans l'enseignement du français. Cela est d'autant plus important que les professeurs de français ne suivent généralement pas de formation sur la francophonie. Concernant sa conception, Mission 54 est un produit local lyonnais. Il a été développé par une équipe de 2IF. Une étudiante en français langue étrangère de l'Université Lyon 2 a été recrutée en stage pour évaluer le niveau de langue des questions de Mission 54 au regard du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Dans la phase de création du jeu, le jeu a été testé auprès de 2 classes de CM2 d'une école primaire publique du quartier universitaire. Et enfin, le développeur informatique est une entreprise locale qui a collaboré avec des institutions culturelles sur des projets éducatifs numériques. Le jeu Mission 54 a été lancé officiellement en le 20 mars 2016, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, dans le cadre de l'événement Nantes en francophonie avec l'organisation d'ateliers avec des enfants. Le jeu a fait aussi l'objet d'une vaste campagne de communication auprès des enseignants de CM2, mais aussi des professeurs de français langue étrangère, via les alliances françaises et les instituts culturels français. Le jeu a également été présenté à des professeurs de français langue étrangère à l'université Schumann à Varna en Bulgarie en 2017 dans le cadre de l'atelier Les nouvelles technologies au service de l'enseignement de l'université d'été pour un apprentissage actif du français. À présent, je vous propose de vous connecter à Mission 54 depuis vos téléphones ou vos ordinateurs pour une partie. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais... Ce n'est pas fini. Voilà. Effectivement, avant de commencer une partie, il est possible de procéder à des réglages. Dans les réglages, il est possible de choisir les catégories souhaitées parmi 6 catégories. Vous allez retrouver la langue française, les mathématiques, les sciences expérimentales et les technologies, l'histoire, la géographie et la culture générale, avec la francophonie comme ligne directrice. En commençant une nouvelle partie, c'est là. Donc, bon, voilà. Là, vous allez trouver tous les réglages. Donc, effectivement, voilà. En commençant une nouvelle partie, le joueur se voit préciser sa mission, aider le petit robot AM7 qui vient d'une autre planète à voyager dans les 54 États membres et gouvernements participants de l'OIF, d'où le nom du jeu Mission 54. Voilà. C'est bon. Voilà. Après. En cas de doute sur une question, on peut utiliser un indice. Par contre, répondre correctement à une question en utilisant un indice ne rapporte pas autant de points qu'en y répondant sans indice. Une question va donner lieu à plusieurs propositions et elle est souvent donc accompagnée de cet indice. Le choix d'une proposition entraîne l'apparition de la bonne réponse en vert et apparaît enfin à la rubrique « Le sais-tu » qui apporte un complément d'information sur la francophonie avant de passer à une nouvelle question. Voilà. Donc un exemple de question, par exemple, en quelle année l'Organisation internationale de la francophonie a-t-elle été créée? Au regard de l'indice disponible, elle a été créée 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Retournons ensuite à la question. Donc on fait par exemple le choix de 1970, qui est la bonne réponse qui apparaît en vert. Et enfin, par la rubrique « Le sais-tu », on apprend que l'Organisation internationale de la francophonie a été créée en 1970 par 21 pays sous le nom de l'Agence de coopération culturelle et technique. Elle regroupe aujourd'hui 88 États et gouvernements participants. Le jeu est un outil majeur, étant à la fois facteur de motivation, porteur de sens et permettant de rendre l'élève actif et acteur de ses apprentissages. De plus, il est un vecteur de communication puissant favorisant les échanges et les interactions des élèves entre eux. Ceci est d'autant plus vrai que le jeu Mission 54 a vocation à être utilisé en classe avec 2 possibilités, la mise en situation de jeu et la rédaction de questions. Pour une mise en situation, on va trouver différentes phases. L'enseignant va d'abord présenter rapidement la francophonie avec la carte de l'OIF. Il va ensuite procéder à l'installation du jeu. Ensuite, il va organiser des parties dans le cadre d'ateliers. Et enfin, une dernière phase très importante est le retour sur le jeu pour voir
pour faire le point sur des questions de langue ou des connaissances scolaires. On peut également proposer en classe la rédaction de questions. On retrouve un peu les mêmes étapes, notamment la présentation rapide de la francophonie, la constitution d'équipes pour rédiger des questions, et enfin, les questions corrigées par l'enseignant peuvent être adressées par courriel. Le jeu Mission 54 est ainsi ouvert à toute proposition de questions. Mission 54 fait l'objet d'une actualisation et d'un enrichissement régulier de ces questions. J'ai ainsi porté une attention particulière en 2021 au dictionnaire des francophones à la suite de son lancement, en rédigeant 200 nouvelles questions à partir de termes qui en sont issus. Pour vous parler brièvement des statistiques de Mission 54 depuis son lancement en 2016, les 10 premiers pays des utilisateurs de Mission 54 sont en termes décroissants et toutes années confondues: la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Chine, le Canada, la Tunisie, l'Espagne, le Brésil et le Mexique. Il ressort donc de ces chiffres que les joueurs en France représentent la cohorte la plus importante avec un quart de joueurs. Et la deuxième plus grosse cohorte, 17%, est constituée de 2 pays anglophones, les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans ce tableau, nous retrouvons également la Chine, qui n'est pas un pays membre de la francophonie et qui arrive en 5e position. Et ceci n'est pas surprenant car le nombre total d'apprenants de français a considérablement augmenté pour atteindre plus de 130 000 en 2018. Les étudiants chinois en français sont d'ailleurs sensibilisés à la culture des pays francophones à travers l'histoire et la géographie qui font partie de leur programme d'enseignement dans le cadre des départements de français en Chine. Outre le nombre de joueurs, un élément très important de l'intérêt des utilisateurs repose sur la durée des parties. Force est de constater que nous ne retrouvons pas les mêmes pays. La durée moyenne la plus longue d'une partie revient aux joueurs d'un pays non membre de l'OIF, il s'agit du Bangladesh. Le podium est clos par 2 pays hispanophones, l'Uruguay, État observateur de l'OIF, et le Honduras. Le Rwanda, qui arrive en 4e position, est le premier État à la fois membre de l'OIF et à avoir le français comme langue officielle. Et c'est aussi le pays de Madame Louise Mushiko-Awabo, secrétaire générale de la francophonie. Comme le jeu sérieux est par définition une application informatique, il est intéressant de voir le type de support utilisé par les joueurs. Il en ressort que l'ordinateur est largement privilégié avec une moyenne de 78% de joueurs, ne laissant qu'une portion congrue, à peine 3%, à la tablette en ce qui concerne la version web. Et l'application mobile, pour sa part, emporte l'adhésion de près de 19% des joueurs. À l'issue de ces 5 premières années d'exploitation, le jeu Mission 54 apparaît toujours précurseur comme jeu sérieux sur la francophonie, car il faudra attendre juin 2020 pour que l'OIF s'intéresse à ce type de jeu à travers sa représentation régionale en Europe centrale et orientale, qui a organisé le programmaton en ligne « Je parle français » pour développer un jeu sérieux et promouvoir la francophonie sous toutes ses formes. Tout au long de mon intervention, je vous ai parlé de jeux sur la francophonie et pourtant, à aucun moment, je ne vous ai parlé des jeux de la francophonie. Ces jeux prévoient des compétitions sportives et des concours culturels, mais pas d'épreuves sur la connaissance de la francophonie. C'est pourquoi, pour conclure, je fais la proposition suivante. Une épreuve culturelle des jeux de la francophonie sur la connaissance de la francophonie avec une sélection de questions en ligne et ou inédites de Mission 54. On pourrait d'ailleurs imaginer que les médailles de cette épreuve soient remises par Madame la secrétaire générale de la francophonie, à l'instar de son prédécesseur, M. Boutros-Boutros-Ghali, qui avait remis en 2002 le trophée La Vénus de la langue française aux finalistes de l'émission Questions pour un champion spécial langue française. Merci. 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 Alors, pour terminer donc ce tour de table, Madame de Segli, qui nous vient donc de Montpellier. Oui. Voilà. Donc bonjour à tous, merci de me permettre de communiquer aujourd'hui aux organisateurs et à toutes les personnes ici présentes. Je présente un projet aujourd'hui, mais qui a été mené avec de plus nombreuses collaborations, et cette présentation n'est qu'une partie du projet que j'ai mené avec un collègue qui s'appelle Jean Moutou, qui est principal du collège André Chamson à Méruyès, et également Christa Pellissier, qui est maître de conférence à l'IUT MMI de Béziers, mais qui est rattaché également à l'Université de Montpellier. C'est intéressant de présenter mes collègues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un projet qui a décidé de regrouper à la fois des collèges, lycées et des universités. Donc effectivement, en octobre 2017, le gouvernement lance une action pour réinventer les modèles de conduite des politiques publiques et des moyens de s'engager via des leviers numériques et innovation. Donc on a eu notamment dans les académies les projets sur les cordées de la réussite. Et c'est dans ce cadre-là que notre projet Swan, s'orienter et s'approprier le numérique et le savoir, a été financé. Donc, hop là, je m'approche après avoir présenté, excusez-moi, le contexte. Donc,
Si vous pouvez passer la diapo, merci. Donc ce projet rassemble plusieurs acteurs qui sont à la fois des laboratoires de recherche. Donc vous avez 3 laboratoires de recherche, le LERAS et le LIRDEF dans lesquels je suis, et l'UMAN à l'université Paul Valéry. Ensuite vous avez des lycées, donc le lycée Champollion où j'ai été en détachement pendant 2 ans en tant que professeur de sciences économiques et sociales, le collège de Méruès, le lycée Chaptal, donc vous voyez il y a vraiment les IUT. Donc ça, c'était pour présenter le contexte. Merci. Donc, c'est un travail de recherche qui est mené donc en collaboration avec des universités, des lycées, dont l'objectif est de mettre en relation le secondaire et le 3e cycle, d'essayer de faire une passerelle afin de percevoir comment le numérique et comment l'institution en fait construit la façon d'apprendre et de s'orienter via le numérique, et plus particulièrement sous un angle genré, puisqu'on a essayé de savoir s'approprier le numérique, c'est une chose, mais quelles sont les représentations en fait liées à la question du numérique, et on a voulu interroger les représentations. Pardon, vous m'entendez ? Oui, on a voulu interroger les représentations des élèves et des étudiants sur cette question. Donc, on a fait d'abord un premier questionnaire auprès des élèves d'IUT, 200 élèves d'IUT, et ensuite on l'a fait auprès des élèves donc, de seconde et de terminale. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner une visibilité aux acteurs sur la question du numérique, puisqu'on travaille en partenariat avec un IUT métier de multimédia et de l'Internet, et on voulait un petit peu savoir quelles sont les innovations pédagogiques que l'on pouvait mettre en place pour permettre aux jeunes de s'orienter vers ces métiers-là, qui sont pour l'instant notamment des métiers fortement délaissés par les filles. Le but était vraiment d'identifier la place que les jeunes accordaient au numérique dans leur apprentissage, mais aussi la façon dont ils se le représentaient, de voir un petit peu comment ces métiers du numérique étaient identifiés par les garçons et les filles. Donc c'est un projet plus large, comme je vous l'ai dit. Il y a eu d'abord une étude sur les étudiants des métiers de multimédia et de l'Internet, donc des étudiants qui avaient déjà choisi l'orientation via le numérique. Et ensuite, on s'est dit, mais oui, mais il faut agir peut-être avant, s'approprier le numérique. C'est peut-être pas déjà à l'université, mais peut-être en amont qu'il faudrait savoir comment, en fait, les jeunes générations s'approprient ces outils du numérique et quels usages ils en font et quelles représentations ils ont. Donc, on a mené une étude. Moi, j'ai profité d'être au lycée, mais il n'y a pas eu que cette action. Hein. À la fin de mon diapo, vous aurez toutes les actions qui ont été menées aussi au collège et au lycée. Alors, toutes ces actions qui ont été menées via des outils numériques, hein, on avait une distance géographique, mais on a quand même pu mener ce projet avec tous ses collègues grâce à l'outil numérique, justement. Donc, on a vu, au niveau du lycée, j'étais professeure de sciences économiques et sociales, et j'ai pu montrer qu'il y avait diverses instances de socialisation qui agissent sur la représentation du genre. Il était important de savoir que l'école, donc nous, l'école et les universités, sont les premiers à construire ces représentations. Si on regarde les études sur l'évolution des garçons et des filles, au collège, on a quasiment la mixité. On est à 49% de filles et 51% de garçons. Dans les lycées, ça c'est des études sociologiques hein, qui le révèlent, dans les lycées général et technologiques, on a 54% de filles, donc à peu près autant de garçons. Au bac, en 2017, on a 87% de réussite pour les filles. Par contre, quand on commence à regarder des classes un petit peu préparatoires, on voit que les filles tombent à 31%. Donc ça, c'était notre cadre théorique de départ. On s'est dit, tiens, pourquoi finalement, dans certaines filières, il y a beaucoup moins de filles ? Ensuite, on s'est intéressé au monde de l'informatique. Et quand on regarde les premiers travaux en informatique, on constate que c'était principalement les femmes qui, jusque dans les années 50, étaient les pionnières dans le monde de l'informatique. Elles étaient effectivement nombreuses jusque dans les années 80, où l'image du geek est arrivée et où là, les terrains de l'informatique ont été délaissés par les femmes. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur des d'études femmes et numériques, on n'a que 15% de femmes, 33% dans des emplois numériques et 25% dans des missions techniques. Donc en plus, si on rajoute l'aspect technique et informatique, là on voit effectivement que leur nombre diminue considérablement. Merci. Alors, ce qui a été demandé, on s'est dit, on va aller voir auprès des jeunes, les collégiens, mais particulièrement là, les lycées. Je vous présente cette partie-là, parce que les collégiens ont aussi mené une action sur c'est quoi pour vous le numérique ?
et quelle représentation vous y associez. Donc moi, j'ai fait une étude avec mes élèves de seconde et de terminale. Pourquoi les sciences éco? Alors les sciences éco, parce qu'effectivement, ils ont un gros chapitre sur la socialisation concernant les inégalités sociales et les inégalités de genre. Donc je me suis dit, en étant en plus sur des enseignements de MC, qu'il était pertinent de les questionner eux. Donc on a fait d'abord un travail où ils étaient libres de faire des créations concernant qu'est-ce qu'ils pensaient du numérique, qu'est-ce que c'était pour eux le numérique et le genre, et qu'est-ce que c'était pour eux l'intelligence artificielle. Donc là, tous ces travaux, vous pouvez les retrouver dans la vidéo qu'on a créée à la fin, que je ne montre pas ici, mais que si vous voulez, vous pourrez voir. Ensuite, on a fait donc la même chose au niveau des collèges et d'autres lycées. Et ensuite, on a posé un premier questionnaire où on leur a demandé voilà, quelle représentation ils avaient du numérique. Ils ont donc répondu. Ensuite, on a travaillé ensemble sur la question des inégalités de genre, des inégalités sociales, du numérique. Et on leur a demandé d'élaborer un travail de production qui a d'ailleurs été diffusé auprès des élèves de collège. Et on leur a demandé vraiment d'exposer leur propre perception du numérique. Donc, ils sont allés faire des micro-trottoirs, ils sont allés interviewer des gens, ils sont même allés interviewer leurs enseignants, leurs proviseurs de lycée. Donc, c'était assez intéressant. Et ensuite, on a diffusé à nouveau le questionnaire pour voir a posteriori, après une perception et un enseignement à la question du genre et du numérique, quelle conception ils avaient. Dans l'aspect francophone, là, on y est au niveau de l'académie, mais on voulait aller plus loin, donc on souhaite mener, malheureusement, avec le confinement, on n'a pas pu faire le questionnaire encore, on va mener cette même étude au Maroc, auprès d'une centaine d'élèves de lycée, pareil, qui suivront le module éducation civique et morale, et qui pourront élaborer le même processus. Avant le cours, ils vont construire des choses pendant le cours de MC, et ensuite, on souhaiterait leur demander un questionnaire après une année d'apprentissage des notions d'égalité. Et après, on verra avec d'autres collègues au niveau des universités, peut-être de Suisse et de Belgique. Donc, dans un premier temps, donc, nous avons fait ça. Les premiers résultats. Alors, qu'est-ce que nous ont montré les premiers résultats? C'est que les lycéens préconisent fortement l'apprentissage de l'outil informatique plus tôt à l'école. Ils nous disent que la communication sur les métiers du numérique leur arrive tardivement. Ils doivent être plus mis en avant dans les affiches. Les filles aussi doivent être plus présentes dans ce domaine afin d'attirer d'autres filles vers ces métiers. La diffusion de témoignages, par exemple, féminins pourrait être intéressant, ou d'outils comme les réseaux sociaux. Ils nous disent aussi que l'apport des filles apparaît pour eux une évidence. Les filles apportent de la mixité, un avis plus vaste. Elles apportent au métier du numérique des qualités telles que la patience. On a aussi constaté qu'il y avait des résultats donc, sur les élèves de seconde et de terminale. Donc ça, c'était les premiers résultats de l'IUT. Et le deuxième, sur les secondes et les élèves de terminale. Au niveau de la recherche documentaire, il montre que 27,4% des femmes travaillent dans le numérique contre 46,8% dans tous les autres secteurs. Donc effectivement, elles sont moins présentes. Les métiers peuvent s'exercer pour eux à différents niveaux. Et ils aimeraient en fait qu'on envisage de changer les scénarios, notamment les scénarios proposés par les jeux vidéo qui ont une forte influence sur leur perception du numérique. Merci. En conclusion, donc ça c'est d'autres résultats obtenus où on voit qu'effectivement leur représentation est relativement mixte des métiers du numérique. Ils ont besoin de valorisation des filières du numérique aussi parce que pour eux, en fait, ils font souvent, on va le voir en conclusion, des similitudes entre informatique et numérique. Pour eux, c'est la même chose, très souvent. Or, ils ne comprennent pas que s'il y a deux termes, là on peut retourner sur le dictionnaire, s'il y a deux termes, c'est qu'il y a derrière deux significations et des champs disciplinaires et des métiers différents. Donc pour eux, il faut vraiment s'axer en préconisation sur la mise en avant de ces personnes-là. Cependant, les filles, pour eux, apporteraient vraiment, et c'était des réponses de garçons comme de filles, un apport supplémentaire pour ces métiers-là. Donc, le questionnaire visait vraiment à essayer d'avoir la perception des jeunes générations sur cet aspect du numérique. Alors, on a eu des retours assez intéressants parce qu'on s'est rendu compte que même si c'était des jeunes qui utilisent beaucoup les outils numériques, ils ne savent pas forcément ce que c'est
derrière les métiers du numérique, et encore moins qu'il y a peut-être effectivement des stéréotypes de genre dans ces métiers. Pour eux, ils sont persuadés que c'est des métiers mixtes et ils ne se sont pas forcément posé cette question. Donc en conclusion, ils ont montré que les dispositifs permettaient de leur laisser une libre expression aux élèves. Donc ça, ils ont beaucoup apprécié cette possibilité de participer à la construction de leur apprentissage et de leur orientation. Ils avaient une mauvaise connaissance réelle du monde du numérique et ils s'en sont rendus compte. Et justement, une difficulté à différencier informatique et numérique. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans les micro-trottoirs aussi, c'est-à-dire que les gens qu'ils sont allés interviewer mélangeaient numérique et informatique. Et ensuite, il manquait vraiment de visibilité dans ces métiers. Donc, je pense que le travail pour nous, en tant que notamment enseignants et enseignants-chercheurs, c'est peut-être de travailler sur cette mise en visibilité pour leur permettre déjà de s'approprier davantage le numérique dans leur pratique pédagogique, mais également dans leur orientation professionnelle. Et voilà, les perspectives, c'est mener des études dans d'autres pays, donc notamment le Maroc et la Suisse, qui, eux, ont aussi d'autres contextes culturels et pédagogiques différents pour voir si on retrouve des similitudes ou des différences dans les résultats de recherche. Alors, merci de votre attention. Si vous avez des questions, et je vous ai mis juste au-dessus, si vous le souhaitez, c'est le lien en fait sur un film qu'on a mis en place, qu'une étudiante en stage a mis sur le projet, sur les différentes réalisations que nous avons fait aussi bien au collège et aux différents lycées. Merci de votre attention. Alors, Thomas, on a le temps de... S'il y a des questions. Oui, Monsieur le Président. J'espère qu'on m'entend sans micro. Attendez, passez la parole. C'est qui, lui? Qui ça? On en avait un deuxième, sinon, regardez ici. Sinon... La prochaine. Non, c'est la prochaine. Bien, merci. J'ai deux observations que j'aimerais faire. Tout d'abord, à l'intervention de Mme Selami, je pense qu'elle est toujours là. Il me semble que les choses évoluent très vite et qu'on ne dirait pas tout à fait la même chose aujourd'hui sur l'importance du français et l'importance de l'anglais. En effet, les choses évoluent. Et on a sur Internet de plus en plus de possibilités de traduction instantanée, ce qui fait que des découvertes scientifiques qui peuvent être en n'importe quelle langue sont immédiatement accessibles en français. Bon, alors, l'autre point que je tiens à souligner, c'est que j'étais hier avec des gens qui font partie de la Commission européenne et qui disent que très prochainement, on va voir peut-être un usage prioritaire du français au niveau de l'Europe. C'est un bouleversement, si c'est vrai. Et je n'ai pas de raison de ne pas le croire, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a une évolution. La France va passer maintenant à la direction de tout ce qui est un peu européen, administratif. Donc ça me paraît important de le dire. Alors, une autre observation qui est toujours liée à ce que je dis, c'est que nous avons des étudiants qui viennent de pays étrangers à Lyon 3, et ces étudiants nous ont bien dit, Monsieur le Président, nous ne voulons pas venir à Lyon 3 pour apprendre des choses en anglais, mais nous venons pour apprendre les choses en français, que ce soit n'importe quelle science et que ça soit bien entendu. Voilà une chose qui me paraît importante. Bon. D'ailleurs, je tiens à préciser que si vous allez au Japon ou même en Corée, l'anglais est une langue qui n'est pas tellement parlée. On préfère parler le japonais, le chinois ou des langues de ce genre-là. Bon, bien sûr, on essaye de vous sortir des choses en anglais quand c'est nécessaire, mais c'est en général un très mauvais anglais que personne ne comprend. Et je suis allé en Corée et j'ai vu que les choses progressent énormément. Ainsi qu'au Japon, vous savez que maintenant on parle de francophonie au Japon, ce qui est quand même assez étonnant, mais c'est un progrès qu'il faut quand même prendre en compte, à mon avis. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est
par rapport à ce qui a été dit entre l'écrit et le numérique. C'est M. Cotte qui en a parlé. Et il me semble qu'on revient un petit peu au problème qu'il y avait entre l'écrit et l'oral au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les publications n'existaient pas, pratiquement, évidemment, et même en Afrique, il y a seulement qu'une cinquantaine d'années, vous n'aviez pas d'édition possible. Donc on comptait sur l'oralité. Et il me semble que le numérique, en quelque sorte, enfin, pas tout à fait, mais il y aurait des similitudes à faire entre ce qui est l'emploi de l'oral, le griot en particulier. Le griot, c'est formidable. Et à ce propos, donc, je rejoins Aurore Sud. Il me semble que dans les apprentissages qui sont importants, et la communication y va bien, c'est le conte. Les contes dans tous les pays francophones sont un outil de pédagogie exceptionnel. Et donc, il faut le savoir, on a des preuves. J'ai eu des thèses qui tenaient là-dessus, et c'est vraiment très intéressant, ce point-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, Thomas, on a le temps de... Madame, elle a le temps de réagir ou... Alors, vous êtes en ligne, Madame Selani? Oui, justement. Je voudrais juste... Alors 2 minutes, je vous laisse réagir 2 minutes. D'accord. Justement, je partage tout à fait l'avis du dernier intervenant. C'est que ceci est le sentiment de plusieurs étudiants qui s'inscrivent dans des établissements, dans des universités francophones, que ce soit en France ou au Canada aussi, c'est mentionné ce problème. Ils s'attendaient à des cours en français et ils se trouvent face à des cours en anglais. Et donc, la problématique se pose au niveau de je ne sais pas comment réglementer ça, ou comment organiser cela. Ça, c'est certes plus ou moins possible dans les enseignements, mais on ne peut pas y échapper côté publication. Actuellement, je dis bien actuellement, et l'histoire a montré qu'il y a des vagues de langue. D'accord? Moi, je suis actuellement pour être, si vous voulez, vu, avoir une bonne réputation, il faut se soumettre au business académique et il faut publier en anglais et non en français. C'est tout. Merci. C'est la preuve que la France